Vous écoutez Paillettes et Préjugés, le premier podcast sur le genre et l'intimité des enfants. Comme moi! Un soir, en février dernier, alors que Jo avait 3 ans et demi, Jo m'a rapporté qu'on lui avait dit à l'école que sa tenue n'était pas pour les enfants de son genre. Là, ça a été la panique dans ma tête. Je me suis dit, ça y est, c'est le moment où Jo se prend en pleine face les injonctions de genre. C'est le moment où Jo commence à taire une partie de ses préférences. Devant Jo, j'ai gardé mon calme. Et je lui ai posé les questions que je m'étais préparée à poser. Et toi, qu'en penses-tu ? T'es d'accord ? Tu crois que les enfants ne peuvent porter que certains vêtements et pas d'autres ? C'est quoi pour toi la différence entre un vêtement de fille et un vêtement de garçon ? Bon, je vous la fais courte parce que c'est jamais facile d'obtenir des réponses d'un enfant de 3 ans et demi. Jo m'a répondu, en gros, je fais ce que je veux. Et le lendemain, Jo a remis cette fameuse tenue, entre-temps très tachée. 6 mois plus tard, Jo choisit de plus en plus ses tenues et continue de n'en faire qu'à sa tête. Un ensemble short bleu ciel un jour, une robe à pois l'autre, des t-shirts crocodile, un baggy rose, un legging panthère, Jo n'a pas de limite. Je sais bien que ça va probablement changer. Qu'en moyenne section, les choses vont se corser, qu'à un moment, Jo va probablement se forcer à rentrer dans le moule. En attendant, je suis heureuse de lui avoir offert un espace de liberté qui dure si longtemps. Je pense que c'est en partie parce que je lui ai proposé tout type de vêtements depuis sa naissance. Mais ça suffit pas. Je pense que le fait que je lui ai décrit le monde de la façon la moins genrée possible a probablement joué un rôle. C'est tout de suite dans l'épisode 5 de cette rediffusion de Bienvenue bébé, le hors-série de l'été de Paillettes et Préjugés. Bonne écoute! On va aller chercher du pain ? Avant d'avoir un enfant, quand je faisais mes courses, je passais inaperçue. Ça t'intéresse les éclairs ? Chouquette de la petite. Ah, c'est gentil, merci, regarde, Jo, on t'a donné une petite chouquette. Merci beaucoup. Bonne soirée. Depuis que j'ai Jo, on me parle beaucoup plus. Selon sa tenue, on me dit que mon fils est mignon ou que ma fille a de beaux yeux bleus. Généralement, j'ai un petit moment d'hésitation. On parle de qui, là ? Ouais, pousse Jo. Bravo, Jo, bravo. Je sais bien que j'ai un enfant. C'est juste que j'ai pas l'habitude d'entendre des mots genrés pour le décrire. Ça valait le coup du vélo quand même, Jo. Mon petit cœur, tu dois avoir froid, mon Dieu. Mes proches et moi, on en parle comme d'un bébé ou d'un enfant. C'est l'une des décisions que j'ai prises à la maternité. Utiliser le moins possible de termes genrés pour parler de Jo. Et aussi pour parler du monde autour de nous. Depuis quelque temps, c'est devenu une habitude quand on se balade. Jo, c'est vert pour nous. Les piétons piétonnent, alors on traverse. Ouh. Je lui décris la vie autour de nous, les arbres, les vélos, les magasins. Mais la vérité, c'est que ça me demande beaucoup d'énergie de dégenrer mon langage. Parce que notre langue est très genrée, et parce que c'est difficile de changer ses habitudes, de trouver les bons mots au bon moment. Puis j'ai peur du regard des autres aussi. Peur qu'on pense que je détraque mon enfant en lui parlant bizarrement, peur de devoir me justifier constamment. Je me demande si ça vaut vraiment le coup de me prendre la tête. Est-ce que parler de façon moins genrée peut vraiment protéger Jo du sexisme ? Quand j'ai demandé à René, Gabriel et Martin si elles et ils faisaient attention à la façon dont ils parlaient avec leurs enfants, ils m'ont tous dit plus ou moins la même chose.
Salut Aline, c'est Martin et Colline. Là, c'est Martin et sa compagne Colline. Il y a des trucs auxquels on fait attention, notamment tu vas donner toujours autant que possible les options, tous et tout, tous les garçons et les filles, faire des doublets comme ça. Parents plutôt que père ou mère, moi j'essaie de le faire depuis quelques temps, un peu plus. Les options aussi, si un jour tu as un amoureux ou une amoureuse. je pense qu'il y a notre épuisement permanent qui fait que on n'a pas l'esprit en fait à penser dans le quotidien, dans l'action, ces questions-là, alors qu'en fait ça serait typiquement le genre de choses qu'on pourrait faire. Sans doute aussi parce que on a découvert ces questions assez tardivement. Oui, je pense que quand il était bébé, c'était moins. Ouais, ça n'existait pas encore, donc on a déjà des. Ils aimaient, on s'en rendait pas compte. Ouais. On n'en parlait pas. On n'en parlait pas et tout. C'est vrai que depuis la naissance de Cyrus, il y a 7 ans, notre réflexion sur le lien entre le langage et le sexisme a bien évolué. C'est ce que prouve l'apparition de l'écriture inclusive et du pronom neutre yel. Pour en savoir plus sur le rôle du langage dans le maintien des stéréotypes de genre, j'ai rencontré un psycholinguiste. Je m'appelle Pascal Gigax, je dirige l'équipe de psycholinguistique et psychologie sociale appliquée de l'Université de Fribourg. Je travaille beaucoup sur le langage, mais également beaucoup sur la notion de stéréotype et sur la notion d'androcentrisme. Selon Pascal Gigax, notre manière de parler influence directement la façon dont on perçoit la réalité. C'est une vieille idée qui a été plutôt investiguée déjà il y a plus de 100 ans maintenant par les anthropologues Édouard Sapir et son assistant Benjamin Leaworth. Si une ethnie a que 2 mots, par exemple pour les couleurs, cette ethnie ne verra que 2 couleurs. À Fribourg, nous on travaille plutôt sur une idée qui vient d'un psychologue, Dan Slobin, qui lui voit plutôt dans le langage quelque chose d'attentionnel. C'est-à-dire que le langage va attirer notre attention vers quelque chose qui est des fois pertinent, mais des fois qui n'est pas pertinent. Et l'idée derrière ça, c'est qu'en attirant l'attention sur une chose en particulier, on la rend importante. C'est le cas pour le genre, par exemple. Mais ça a l'air de te faire plaisir d'être au parc. On va faire quoi? Le toboggan? Les petits animaux qui balancent? Quand Jo a eu 1 an, on a commencé à aller au parc ensemble. Je me suis mise à faire très attention aux mots que j'utilisais pour parler des autres enfants. Je veille à dire l'enfant, plutôt que la fille ou le garçon. Je veux pas lui donner l'impression que le genre est la première chose qui les définit, et que Jo y prête une attention démesurée. Mais parfois quand je fais ça, j'avoue, ça sonne bizarre. Tu fais quoi? Tu restes sur la trottinette ou tu descends? Tu veux regarder l'autre enfant? L'autre enfant avec son parent, là? J'ai envie que Jo sache que le genre n'est pas si important, mais aussi qu'on peut pas le deviner en se fiant aux apparences. Qu'on peut ressembler à une femme et s'identifier comme non-binaire, comme moi. Qu'on peut être une fille et avoir des cheveux courts, être un garçon et porter une jupe. J'ai eu la chance de parler à Christia Spears Brown. So thank you so much for taking the time to talk to me because I had a lot of follow-up questions. Oh, yes. Okay. Une chercheuse en psychologie qui a écrit un livre qui m'a bouleversée. Parenting Beyond Pink and Blue. Christia vit et travaille aux États-Unis. Alors qu'on discute de son livre, elle me parle d'une expérience réalisée par Rebecca Bigler, une chercheuse non-binaire. Dans les années 80, Rebecca Bigler réunit des profs de primaire à qui Yale donne différentes consignes. À la moitié, Yale demande d'organiser la classe en différenciant filles et garçons. En utilisant par exemple du rose pour les filles et du bleu pour les garçons. En disant « Bonjour les filles, bonjour les garçons ». And in the other half of the classrooms, we asked teachers to not Et dans l'autre moitié des classes, on a demandé aux profs de ne jamais mentionner le genre, de dire simplement « bonjour les enfants, mettez-vous en rang, etc. » let's line up, Après 6 semaines de cours, Yale constate que les enfants du premier groupe ont développé de plus forts stéréotypes de genre. They were more likely to say things like Ils étaient plus susceptibles de dire des choses comme « il n'y a que les garçons qui peuvent être présidents » ou « les filles sont très faibles » par rapport aux enfants qui étaient dans les classes où les profs les traitaient simplement comme des individus. Au début des années 2000, alors que Christia est l'élève de Rebecca Bigler, Yale met en place une nouvelle expérience. Cette fois-ci, les enfants ne sont plus divisés selon leur genre, mais selon la couleur de leur t-shirt. Suite à un tirage au sort, la moitié des enfants portent du rouge et l'autre du bleu. Les profs font comme dans la première expérience. La moitié souligne la différence de couleur, l'autre n'y prête absolument pas attention.
6 semaines plus tard, les enfants du premier groupe ont encore une fois développé de forts stéréotypes. So the red kids would say the blue kids are not very nice, they're not. Et là, les enfants en rouge disaient « Les enfants en bleu ne sont pas très gentils, ils ne sont pas très intelligents, ils font beaucoup de bêtises. » Et les enfants en bleu avaient aussi des stéréotypes sur les enfants rouges. Donc, même à partir de rien, lorsque vous mettez les enfants dans des groupes et que vous considérez ces groupes comme des catégories qui permettent de les distinguer, les enfants donnent du sens à ces groupes. Ce que ça montre, c'est qu'au fond, le sujet, ce n'est pas le genre, c'est la façon dont on utilise le genre dans notre société. C'est le fait qu'on l'utilise autant pour trier, catégoriser, étiqueter les gens. Je pense qu'il faut qu'on arrête de genrer quand ce n'est pas pertinent. Et ce qu'on constate lorsqu'on y réfléchit, c'est que c'est très rarement pertinent. Je suis d'accord avec elle. Mais comment on fait avec une langue aussi genrée que le français ? Par exemple, en français, on a un truc qui s'appelle le masculin générique. C'est-à-dire qu'on utilise le masculin pour parler d'un groupe mixte, même s'il est composé majoritairement de femmes. Malgré mes efforts, ça m'arrive de dire « Arthur, Nora et Emma sont contents ». Et on l'utilise aussi pour parler d'une personne dont on ne connaît pas le genre a priori. Comme quand on dit « Tu devrais aller voir un médecin ». Pascal Gigax m'explique que ce masculin générique est loin d'être neutre. Le cerveau, il a peu de temps, il a peu de ressources et il n'a pas envie de prendre trop de ressources. Si vous avez un masculin qui est là, c'est très très facile de faire masculin égale homme. C'est le plus facile parce que c'est la première chose qu'on apprend. C'est aussi ce qu'on voit de plus fréquent en fait. Donc ces deux éléments-là, l'élément d'apprentissage et l'élément d'exposition, en font un candidat parfait pour notre cerveau. Masculin égale homme. Ça ne veut pas dire que masculin égale autre chose, c'est pas possible, mais dans cette idée d'économie, c'est quand même ce qui est le plus logique. J'ai une question pour vous. Est-ce qu'à force de m'entendre parler de Jo comme d'un enfant, vous avez inconsciemment imaginé un garçon ? C'est hyper difficile de ne pas se laisser influencer par ce masculin générique. Pour prouver ça, Pascal et ses collègues de l'université de Fribourg ont fait une expérience. Et elles ont présenté 2 images à des enfants de 2 à 5 ans. Sur une image, on voit 2 hommes. Et sur l'autre, une femme et un homme. Ces personnes sont habillées de façon tout ce qu'il y a de plus ordinaire. On demande alors aux enfants « Regardez les mécaniciens », puis « Regardez les musiciens », et ensuite « Regardez les infirmiers ». Ce qu'on voit, c'est qu'entre 2 et 3 ans, les enfants vont plutôt regarder l'image qui correspond au stéréotype de ce qu'on leur présente. Par exemple, si on leur dit infirmier, les enfants vont plutôt se tourner vers l'image où il y a une femme. Si on leur dit mécanicien, les enfants vont plutôt se tourner vers l'image où il y a 2 hommes. Par contre, si on leur dit regarde les musiciens, qui n'a pas de stéréotype, là, les enfants vont plutôt se tourner vers l'image qui correspond à leur propre genre. Et puis, à 3 ans, ça bascule surtout chez les filles, en fait, où quand on leur dit « regarde les infirmiers, regarde les musiciens, regarde les mécaniciens », en fait, là, les filles regardent les 2 garçons, parce qu'on leur dit au masculin. Pour Pascal Gigax, la conclusion est claire. Le français, en tout cas, nous pousse à un androcentrisme, c'est à considérer les hommes au centre et comme valeur par défaut, au centre de notre société. C'est aussi la conclusion d'une historienne de la langue française, Eliane Viennot. Je fais de la recherche en histoire depuis très longtemps sur l'histoire des relations de pouvoir entre les sexes. Et c'est comme ça que je suis tombée sur la question de la langue française. Pour elle, tout commence au Moyen-Âge. Une douce époque où le français se parlait de façon très libre. Où personne n'aurait osé vous corriger si vous aviez dit « l'ami à Jo » ou « je vais au coiffeur ». Quand on regarde les textes du XIe, XIIe siècle, on voit qu'il y avait encore un pronom neutre, le pronom « elle », qui s'écrivait « EL ». Ce pronom, on l'utilisait par exemple pour dire « elle fait beau ». On voit qu'il y avait un pronom féminin, « li », qui a disparu aussi. « Li », c'est l'équivalent de « lui ». Je lui parle pour une femme, je lui parle pour un homme. On voit des choses comme ça. On voit aussi ça dure plus longtemps que le Moyen-Âge, que toutes les femmes sont désignées au féminin. Il n'y a pas un mot, il n'y a pas un métier, une fonction, une dignité, si elle s'applique à une femme qui n'est pas au féminin. Si on avait dit aux gens du XIIIe ou XIVe siècle que cette dame, elle est président, ils auraient éclaté de rire, quoi. Ils auraient dit, c'est quoi votre problème ? C'est une dame, elle est présidente. Et puis les choses évoluent avec la création des universités au XIIIe siècle.
Il y a une classe lettrée qui se met en place, qui est les universitaires, on va dire, grosso modo, qu'on appelle la clergie à l'époque, qui sont des hommes chrétiens. Il n'y a que des hommes chrétiens, rien d'autre. Et ces gens-là sont, pendant quelques siècles, avant qu'on invente l'imprimerie, ils sont un peu tout seuls en piste. Enfin, je veux dire, c'est les seuls lettrés, ils vivent entre eux. Les puissants leur demandent d'écrire des trucs, ils les écrivent, ils maîtrisent plein de langues, etc. C'est ces gens-là qui changent le français. Alors, est-ce qu'ils l'ont voulu? Est-ce qu'ils avaient des idées masculinistes? On n'en sait rien, parce qu'ils ne se justifient pas. C'est nulle part écrit, on va supprimer tel pronom parce qu'il nous barbe et que il, c'est tellement mieux. On n'a pas de preuve que la masculinisation de la langue ait été délibérée à l'époque. En revanche, on sait que ça l'a été au début du XVIIe siècle. Eliane m'explique qu'à ce moment-là, grâce au développement de l'imprimerie, les femmes sont de plus en plus présentes sur la scène culturelle et intellectuelle. Et je pense que c'est ça qui a le plus excité, énervé un certain nombre de lettrés au XVIIe siècle, c'est de voir que des femmes qu'on handicapait un maximum en les empêchant d'aller à l'université, en les empêchant d'aller à l'équivalent du lycée, en les empêchant d'aller dans les académies, en les empêchant d'aller partout, eh bien, il y avait quand même des femmes qui parvenaient à faire carrière dans les lettres, à avoir des listes de publications importantes, à avoir des pensions du roi et à faire des succès de librairie extraordinaires. Puisqu'ils ne peuvent pas les empêcher d'imprimer leur travail, ils ont une idée: changer la langue pour les invisibiliser. Ils décrètent que désormais, on ne dira plus autrice, peintresse, philosophesse, poétesse ou encore médecine, mais auteur, peintre, philosophe, poète, médecin. Les obliger à porter des noms masculins est une manière de les désigner comme transgresseuses. Et donc, essayer de faire que leur exemple ne fasse pas boule de neige, au contraire, qu'elles soient tout de suite perçues comme des femmes qui transgressent et qui vont avoir la vie très difficile. Et puis, ces grammairiens créent de nouvelles règles. Par exemple, s'il y a plusieurs mots dont les genres sont différents, il faut que le plus noble l'emporte, c'est-à-dire le masculin. Il devait y avoir des gens qui leur demandaient « mais pourquoi ? De quoi parlez-vous exactement ?» Puisque de temps en temps, il y en a qui s'expliquent. Et quand ils s'expliquent, ils disent bah oui, le genre masculin est considéré comme le genre le plus noble à cause de la supériorité des hommes sur les femmes, des mâles sur les femelles. Là, on a des phrases qui sont écrites noir sur blanc, qui sont publiées dans les grammaires, qui sont publiées dans les articles de l'époque, etc., qui montrent une volonté de mettre la langue davantage au service des hommes qu'elle ne l'était. Dans notre beau pays, ces idéologues ont bénéficié d'une institution toute puissante, l'Académie française, qui est créée en 1635. Avec un budget royal, littéralement, et un monopole sur l'écriture des dictionnaires, l'Académie a pu imposer sa vision du monde androcentrée et misogyne. Dans leur volonté de rendre le masculin omniprésent, ils s'attaquent aussi au pronom neutre « ça ». À défaut de pouvoir l'interdire, ils le déclarent d'usage populaire. Donc si vous voulez être une personne distinguée, vous n'allez pas dire « ça pleut », vous allez dire « il pleut ». Et puis vous allez dire « quelle heure est-il » alors que c'est absurde, hein, l'heure c'est féminin, donc si à la limite on met un pronom pour appuyer ce mot, on devrait dire « quelle heure est-elle ». Plus on réfléchit, plus on se rend compte que c'est un grand nombre de remarques qu'on nous fait pour parler plus distingué. En fait, c'est à la fois plus distingué et plus masculin. Hein, ça va ensemble. Ok, donc l'usage du masculin n'est vraiment pas neutre. C'est pour ça que depuis quelques décennies, des féministes, comme Eliane Viennot, cherchent à démasculiniser la langue française, à la rééquilibrer pour que le féminin y retrouve sa place. Quand il y a plusieurs noms à accorder avec un adjectif, on n'est pas obligé, en tout cas nos ancêtres ne se sentaient pas obligés de le mettre au masculin. Soit ils choisissaient le mot le plus important, qui leur semblait le plus important parmi les différents noms. Ça peut être plus important au niveau de la quantité, ça peut être au niveau de la valeur. Par exemple, s'il y a une personne et un objet, moi je dis souvent une vieille dame et un déambulateur, on ne devrait pas être obligé de dire qu'ils ont été percutés et S. Le déambulateur ne devrait pas l'emporter sur la dame. Si les mots avaient à peu près la même valeur, ils prenaient souvent le plus proche, le dernier. C'est ce qu'on appelle l'accord de proximité. Au parc, ça donnerait par exemple Arthur, Nora et Emma sont heureuses de faire du toboggan. Cela dit, paradoxalement, ça peut être encore plus intéressant de dire Nora, Emma et Arthur sont heureux, parce que l'ordre des mots n'est pas anodin. Inconsciemment, quand on veut faire ressortir un élément, quand on estime que c'est le plus important, on le met en premier. On parle toujours de mari et femme, jamais de femme et mari.
On peut donc démasculiniser la langue française. Mais est-ce qu'on pourrait pas carrément la dégenrer, employer plus de termes neutres ? On a à peu près un tiers des noms qui désignent les humains en français qui sont épicènes. C'est-à-dire des noms dont la forme ne varie pas selon le genre. Ces mots, je les utilise le plus souvent possible. Mais le problème, c'est que dès qu'on ajoute un article, un participe passé ou un adjectif, c'est le grand retour du genre. À quelques exceptions près. Il y a énormément d'adjectifs qui se disent de la même manière au masculin ou au féminin, comme nul ou civil, et ça s'écrit différemment. Ça ne sert à rien que ça s'écrive différemment. Ça devrait s'écrire de la même façon. On pourrait écrire nul comme ridicule, donc on pourrait faire baisser la pression du genre, la contrainte du genre, mais on ne peut pas s'en passer en français. Voilà, c'est comme ça, pour l'instant on ne sait pas faire. Avec ma sœur, à la naissance de Jo, on a essayé d'employer de nouveaux adjectifs neutres. Des néologismes comme bélo ou heureux qu'on retrouve pas mal dans les milieux féministes et queer. Mais ça n'a pas tenu. Je suis pour un objectif simple, pour que les francophones en général, peu lettrés, très lettrés, moyennement lettrés, se sentent très à l'aise avec leur langue. Donc, heureux que ce, je prends pas. Eliane n'est pas non plus fan du nouveau pronom neutre « yel ». En anglais, si vous enlevez he or she et que vous mettez they, ça ne change rien au reste de la phrase parce qu'il n'y a pas d'autres catégories grammaticales qui demandent de choisir entre le féminin et le masculin. Mais en revanche, dans nos langues, même si on commence par un pronom non genré, on a le même problème. Voilà, est-ce que Yel est content ou est-ce que Yel est contente ou est-ce que Yel est les deux ? C'est-à-dire que 3 mots plus tard, il faut choisir si c'est du féminin ou du masculin parce qu'on a un adjectif qui demande le choix. J'avoue que c'est pas facile à utiliser à l'oral. J'ai pas le réflexe encore. Mais je l'utilise beaucoup à l'écrit. Ça me permet de rien dévoiler du genre assigné à Jo en ligne. Et en vrai, à force de me voir l'utiliser, mes proches se sont mis à faire pareil. Même certains et certaines qui partagent pas mes opinions. On verra bien si ce pronom est adopté par la société. D'ici là, je pense que d'autres néologismes pourraient se démocratiser. Je suis de plus en plus pour les néologismes de la catégorie des noms, genre actrice ou chercheuse. Tout le monde entend chercheur et chercheuse dans le mot chercheuse. Et l'idée à laquelle je suis parvenue, c'est qu'il faut faire de ces mots, si on veut vraiment qu'ils soient efficaces et faciles à utiliser, c'est qu'il faut en faire des mots féminins. Comme on a le mot personne, quand on dit une personne très compétente, ça peut être un homme ou ça peut être une femme, simplement parce que le mot personne est un mot féminin. Et si on en fait des mots féminins, ben voilà, on dit cher au féminin. Les actrices étaient très satisfaites et on se prend pas les pieds ni la plume ni la langue dans des questions de double accord, etc., etc. Ce qui est pas plus mal parce qu'aujourd'hui on a un déficit dans l'ensemble des mots. Du français, on a un déficit net du côté des féminins, alors qu'au Moyen-Âge, c'était le contraire. J'adore le mot « personne ». Mais quand je parle de personnes qui font le ménage, plutôt que de femmes de ménage, des parents qui accompagnent leurs enfants au parc, plutôt que des mères, est-ce que je ne suis pas en train de donner une vision biaisée de la réalité à Jo ? De masquer une situation inégalitaire ? J'ai parlé de cet exemple du parc à Christia Spears Brown. La seule façon d'avoir un monde qui n'est pas divisé et inéquitable selon le genre, c'est que nos enfants luttent contre les stéréotypes et les inégalités. Et c'est pour ça qu'il faut les aider à les voir. C'est un subtil équilibre entre rendre le genre moins important quand on parle aux enfants et en même temps plus important. Par exemple, en signalant aux enfants « Ouais, t'as remarqué qu'il n'y a que des mamans au parc ? J'ai l'impression que ce sont les mamans qui passent le plus de temps avec leurs enfants. Je me demande pourquoi. » Et donc, avoir une conversation ciblée, de sorte qu'ils notent à la fois que le genre ne devrait pas être important, mais qu'il l'est quand même parfois. Un enfant de 4 ans ne va pas comprendre le concept de patriarcat. Mais on peut lui dire que c'est injuste que les filles n'aient pas le droit de faire ça, ou que les garçons n'aient pas le droit de faire ça. Donc on peut se mettre à hauteur d'enfant et se concentrer sur « Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Au lieu de juste s'attarder sur le fait que parfois les gens ne sont pas gentils avec les autres, on va réfléchir à comment on peut aider. Et je pense que c'est une approche beaucoup plus positive des injustices. Depuis que j'ai fait ces interviews,
je me sens plus outillée et rassurée. Je fais à la fois plus attention et moins attention à ce que je dis. Je me sens libre d'employer des tournures à rallonge, de parler d'un camion de pompiers et pompières, de dire « ça pleut », d'utiliser « il », « elle » ou « yel » pour parler de Jo à l'oral. Et si les gens me trouvent bizarre, tant pis, on va pas m'enlever mon enfant parce que j'ai dit « il est rigolote ». Et ouais, parfois aussi, je fais n'importe quoi avec mes accords. Et ça me fait vachement de bien. Jo apprendra le même français que tout le monde à l'école. Un français dominé par le masculin, qui véhicule une certaine vision du monde. Et à la maison, Jo entendra un autre français. Comme ces enfants bilingues qui parlent une langue chez eux et une autre à l'extérieur. Jo apprendra que la langue est malléable, fluide, et que c'est un outil puissant. Vous venez d'écouter un épisode de Bienvenue bébé, un hors-série de Paillettes et Préjugés. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et laissez-lui des étoiles. Ça aide vraiment. Et si vous avez envie de creuser le sujet, vous pouvez vous abonner à la newsletter gratuite et ou faire un don régulier pour rejoindre la communauté WhatsApp de Paillettes et Préjugés. Et oui, Paillettes et Préjugés, c'est un podcast 100% indépendant, ce qui veut dire qu'il a besoin de votre aide financière pour continuer. La bonne nouvelle, c'est que vous décidez du montant. À vous de voir si vous souhaitez donner l'équivalent d'une chouquette, d'un abonnement Netflix ou même d'une mensualité d'école privée Montessori. Vraiment, c'est à vous de voir. Et si vous n'avez pas envie ou que vous ne pouvez pas faire un don régulier, vous pouvez aussi faire un don ponctuel en fonction de vos moyens. Les liens sont en description du podcast. Bienvenue bébé est une série produite par Paradiso Media en 2022. Écrite et racontée par Aline Laurent-Maillard. Produite par Suzanne Collin. Théo Albaric a monté, réalisé et mixé les épisodes initiaux. Pauline Bouillot a monté et mixé ces nouvelles versions. Le générique est aussi de Pauline Bouillot, avec la musique de Délide, les voix de Clémentine, Gabriel, Jo, Félix et Louise. À la semaine prochaine!